Bienvenue dans les cartes postales de demain, le podcast de l'ANAP qui explore les futurs du système de santé. L'ANAP a recruté des experts vivant dans le futur pour alimenter ses travaux de prospective. Cet été, ils écrivent des cartes postales de demain à Aurélie Salut et Émilie, Hello, les responsables de la veille prospective et internationale. Dedans, ils nous partagent leur quotidien. L'équipe prospective et internationale de l'ANAP est attendue à l'accueil. Je répète, l'équipe prospective et internationale de l'ANAP est attendue à l'accueil. T'as entendu ? On nous cherche à l'accueil. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent ? c'est trop bizarre. Allons-y. Bonjour, nous sommes les experts de l'ANAP. Il y a un problème ? Non. Vous êtes bien Aurélie, la responsable prospective, et Émilie, la responsable veille internationale ? Oui, c'est nous. Très bien. Nous avons une carte postale pour vous. Tenez. Incroyable que nos experts du futur nous aient retrouvés à la gare quand même. Ça a sacrément progressé, les technologies de communication interespace-temps. Faut dire que cette carte postale est datée du 7 août 2027. C'est presque demain. Ça explique peut-être pourquoi notre expert a jugé que ces informations ne pouvaient pas attendre la rentrée. T'as raison, lisons sans attendre. Alors, il n'a pas plu depuis 3 mois, la terre est craquelée et les nappes phréatiques sont vides. Nous n'avons plus d'eau depuis 3 jours dans notre hôpital. Bonjour Aurélie. Bonjour Émilie. Veuillez excuser le délai de ma prise de contact. Les conditions opérationnelles ne m'ont pas permis de formaliser plus tôt un compte-rendu circonstancié. Depuis la réception de mon acte de nomination au poste de référent eau pour l'Indre-et-Loire, je suis engagé dans une mobilisation continue. Cette désignation s'inscrit dans le cadre du déploiement national de la Task Force territorialisée post-sécheresse, actée suite aux recommandations de la circulaire interministérielle numéro 2027-45-O. L'objectif stratégique, renforcer la gouvernance déconcentrée de la ressource hydrique, fondée sur les principes de subsidiarité et de traçabilité décisionnelle. Le contexte actuel est critique. Nous faisons face à un second épisode de sécheresse majeure consécutif. La dotation journalière en eau potable était plafonnée par arrêté préfectoral à 3 litres par personne. Je peux attester à titre personnel de la difficulté de cette contrainte en conditions de terrain. Les incidents se multiplient. Le château de Chenosson, déjà identifié comme infrastructure à vulnérabilité patrimoniale élevée, a connu hier un effondrement partiel de ses fondations. Je fais actuellement l'objet d'une sollicitation médiatique intense, bien que l'événement relève de causes structurelles antérieures à mon mandat. À ce jour, seule la centrale nucléaire de Chinon bénéficie d'un accès sécurisé à l'eau courante. Cette sécurité est nécessaire au regard du très faible débit de la Loire, auquel est raccordé son circuit de refroidissement. L'ensemble des autres opérateurs économiques et institutionnels, ainsi que les foyers, sont soumis à des coupures quotidiennes, conformément au protocole d'urgence validé en cellule de crise départementale. Depuis 72 heures, mes équipes s'emploient à assurer la continuité d'approvisionnement des établissements prioritaires, CHRU, EHPAD, d'exploitation stratégique, via un dispositif de redéploiement logistique, mobilisant des citernes en provenance des Hauts-de-France. Les tensions interrégionales sont notables. La mutualisation des ressources se heurte à une forte pression concurrentielle. Les arbitrages sont délicats. Certaines centrales nucléaires du Sud ont été mises à l'arrêt. Plusieurs data centers également. La perspective d'une crise énergétique secondaire se dessine. Au CHRU de Tours, la situation est tendue. Des patients ont été réorientés à domicile, les citernes disponibles ne pouvant couvrir que des interventions vitales. Les décisions médicales se prennent dans un cadre d'exception et se concentrent sur l'afflux des personnes vulnérables. Les prévisions hydrométéorologiques font état de précipitations imminentes, potentiellement abondantes. Des dispositifs de collecte temporaire sont en cours de déploiement. Toutefois, les risques d'inondation par ruissellement sont avérés et le bilan sur la recharge des nappes reste à confirmer. J'anticipe des tensions si les restrictions restent maintenues malgré la pluie visible en surface. La pédagogie devrait être renforcée. En synthèse, situation critique, instabilité logistique, mais pilotage maintenu. Je poursuis la mission avec rigueur. Merci de votre attention. Signé Andreas Capiarelli. Mais c'est une carte postale, ça ? On peut dire que c'est exhaustif. On a des experts au taquet pour nous apporter l'info chaude du futur. Oui, t'as raison. Mais je trouve que ça devient un peu trop réel, ces cartes postales. Pourquoi ça arrive déjà, ça ? On ne peut quand même pas couper l'eau à des hôpitaux. Bah si, malheureusement, ça arrive déjà. Des hôpitaux qui perdent l'accès à l'eau. Tiens, c'est arrivé plusieurs fois aux États-Unis rien que ces dernières années. La situation est différente, mais au Texas, l'ouragan Harvey a laissé la ville de Beaumont, où se trouve l'hôpital Baptiste, sans eau courante, obligeant l'hôpital à fermer et à déplacer ses 200 patients vers une autre ville. Et les coupures peuvent venir d'ailleurs. En janvier 2025, les hôpitaux de la ville de Richmond, dans l'État de Virginie, ont perdu leur accès à l'eau potable suite à une panne de la centrale de traitement d'eau locale.
Pire, c'était déjà arrivé en Pennsylvanie suite à une cyberattaque sur leur centrale. Oula, cette liste est stressante, hein. On part en vacances quand même. Mais bon, comment font-ils pour anticiper ces problèmes si ça arrive si souvent ? Le US Center for Disease Control and Prevention, le CDC, a un guide pour aider les hôpitaux à se préparer à des interruptions de l'alimentation en eau. Ils identifient plusieurs scénarios. Dans le cas de certaines catastrophes naturelles, comme nos ouragans ou une inondation, l'hôpital peut être prévenu et avoir le temps de préparer des réserves. Dans d'autres cas, comme les tremblements de terre, les tornades, la contamination de l'eau externe ou interne, les attentats ou la rupture accidentelle d'un tuyau de distribution pendant des chantiers, il n'y a pas d'avertissement. Mais alors ça veut dire quoi une coupure d'eau à l'hôpital ? En fait, il y a plein d'activités compromises par la perte de l'accès à eau. La consommation par les patients et les professionnels, bien sûr, les activités comme les soins des plaies et les chirurgies urgentes, les fonctions support, type stérilisation ou blanchisserie, et les équipements comme les chasses d'eau, les toilettes, le chauffage, la ventilation et la climatisation. À ça s'ajoute un afflux de patients vulnérables et des accès potentiellement coupés pour les équipes et les livraisons. Du coup, le CDC a créé ce guide pour que les hôpitaux américains se préparent à toutes ces situations de crise. C'est intéressant cette préparation au risque hydrique, mais j'imagine que le changement climatique pose plein de risques pour les hôpitaux. Ah mais ce serait pas Camille là-bas ? Camille ! Hello ! C'est quand même complètement improbable de tomber sur une experte développement durable de la nappe à la gare, pile au moment où on reçoit une carte postale du futur qui parle de changement climatique. Vous avez reçu une nouvelle carte postale du futur ? Ouais, un de nos experts du futur nous raconte qu'il y a des coupures d'eau dans les hôpitaux en 2027 à cause de la sécheresse. Mais t'en penses quoi, toi ? C'est pas une surprise. Déjà aujourd'hui, on indiquait que la prochaine crise serait hydrique. Le changement climatique a un impact significatif sur le cycle de l'eau, et notamment sur les ressources en eau douce. D'année en année, le risque de sécheresse va s'accentuer et les hôpitaux, même s'ils sont priorisés de par leur mission de soins et d'assistance à la population, ils doivent tout de même être prêts à surmonter une rupture d'approvisionnement en eau, par exemple due à une contamination ou à la destruction des infrastructures d'approvisionnement. Mais du coup, les établissements français, ils travaillent sur quoi ? Pour le moment, les établissements ont surtout travaillé sur le volet atténuation de leur empreinte environnementale. Dans le cas de l'eau, c'est surtout la réduction de leur consommation hydrique. Mais ça ne suffira pas en cas de pénurie d'eau totale. Tout l'enjeu va donc résider dans l'identification des risques associés à la gestion de l'eau et à une éventuelle pénurie. Une fois les risques identifiés, ils devront déterminer pour chaque établissement, service ou usage le niveau de vulnérabilité associé. En gros, il faut pouvoir garantir la continuité de service en cas de pénurie d'eau. Pour cela, les établissements commencent aujourd'hui à travailler sur la sécurisation de leur approvisionnement ou du fonctionnement de leur process. Par exemple, en valorisant les eaux non conventionnelles pour travailler en circuit fermé, ou alors sur le stockage de pluie lors des variations saisonnières de précipitations. Enfin, il est indispensable de préserver la qualité de l'eau en prévenant toutes les sources de pollution du milieu aquatique, et ça passe aussi par la restauration de la biodiversité. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut que les établissements intègrent l'adaptation au changement climatique. C'est exactement ça. Mais l'adaptation au changement climatique, c'est avant tout un sujet d'aménagement du territoire, qui doit impliquer tous les acteurs du territoire et les acteurs socio-économiques, dont les établissements de santé. Chacun doit être partie prenante et agir à son niveau et selon ses responsabilités, notamment dans le cadre des PAPI, les plans d'action et de prévention des inondations, qui visent à assurer une vision globale des risques d'inondation à l'échelle d'un bassin. Merci Camille. Au fond, on voit que dans toutes ces situations, c'est la résilience opérationnelle qui est au cœur des solutions. Ouais, clairement. Bon, je file, mon train part dans 5 minutes. Bonnes vacances. Salut. Le train numéro 27 534 à destination de Bayonne aura 20 minutes de retard. Ah, ça tombe toujours sur nous. Pour la gêne occasionnée. Bon, ça va, on a le temps. En tout cas, plus ça va et plus les hôpitaux devront développer une bonne culture de gestion de crise et apprendre à faire face à plein de situations différentes. Finalement, la prospective vient un peu en soutien de cette préparation, non ? Bah ouais, tout à fait. La prospective, c'est justement ce qui permet d'explorer plusieurs futurs possibles. On le voit tout au long de cette série de podcasts. Et certains de ces futurs intègrent des crises, qu'elles soient environnementales comme ici, mais elles peuvent aussi être géopolitiques, économiques ou sanitaires. Et parfois, ces crises, elles sont bien identifiées parce qu'elles s'appuient sur des tendances lourdes connues depuis plusieurs années, comme le réchauffement climatique dont on parle. Mais d'autres restent encore en dehors du champ de vision des décideurs. Et c'est là que la prospective joue un rôle essentiel. En mettant en perspective le présent, elle aide à mieux se préparer. Donc, si je te suis bien, la prospective ne permet pas d'éviter les crises, mais elle peut pousser un décideur à mettre en place une démarche de gestion de crise, avec tout ce que ça implique en termes d'organisation, de gouvernance, de processus. Ouais, c'est ça. Regarder les futurs possibles, c'est aussi une manière d'identifier les fragilités de notre système. Et certaines de ces failles peuvent être anticipées, voire corrigées par des démarches de gestion de crise. Bon, j'espère qu'on recevra encore plein d'autres cartes postales venues du futur. Ouais, croisons les doigts.
Ce podcast vous a plu ? Découvrez chaque semaine jusqu'à la fin de l'été une nouvelle carte postale de demain de la nappe. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes et laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. La nappe, l'expertise en partage.